Alors, pendant cette heure qui vient, on va donc parler de l'utilisation d'Azure Functions dans une stratégie cloud hybride ou multi-cloud. Alors, comme on vous l'a dit, je m'appelle Cédric Derue, je suis solution architect chez Acro Technologies. Je suis également Microsoft MVP, Microsoft Certified Trainer, si j'aime beaucoup la partie training éducation, une de mes grandes passions. Et j'appartiens aussi à la communauté des Azure.NET Rangers, que vous pouvez retrouver pardon, sur un blog dédié là aussi à un certain nombre d'articles assez techniques autour d'Azure et de .NET. Voilà, donc j'ai assez parlé de moi. Passons tout de suite à l'objectif de la session. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, dans le titre, on va parler des fonctions Azure, donc de la brique Azure Function. Alors cette brique, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous la connaissent déjà bien. C'est une brique serverless, donc on a l'habitude d'utiliser dans le cloud Azure, notamment voilà, lorsqu'on fait du cloud Azure, on va dire en déploiement monocloud, donc c'est assez fréquent d'utiliser ce genre de service. Mais on va voir aussi justement que ces fonctions Azure ne sont pas aujourd'hui en fait uniquement liées à une utilisation d'Azure uniquement lorsqu'on fait du cloud, mais on va pouvoir en fait voir, enfin en tout cas commencer à comprendre comment ces fonctions Azure peuvent être utilisées lorsqu'on fait également du cloud hybride ou du multi-cloud. Alors avant de poursuivre, on va peut-être rappeler brièvement ce que c'est que le cloud hybride. Donc le cloud hybride, c'est tout simplement une forme d'architecture informatique qui va permettre en fait d'orchestrer et de distribuer des charges de travail entre deux ou plusieurs environnements cloud. Alors bien sûr, selon la personne à qui vous demanderez de définir le cloud hybride ou selon la source, par exemple sur Internet ou dans les livres auxquels vous vous référez, on va pouvoir en fait avoir différentes réponses pour définir le cloud hybride. Mais en fait, ce qu'il faut retenir en résumé, c'est qu'un cloud hybride, finalement, c'est au moins un cloud privé et un cloud public, ou ça peut être au moins deux clouds privés ou au moins deux clouds publics, ou éventuellement un environnement nul ou virtuel connecté à au moins un cloud privé ou un cloud public. Donc ici, pour ne pas raconter d'histoire, j'ai pris par exemple une définition que l'on donne sur le site de Red Hat. Passons maintenant au multi-cloud. Donc le multi-cloud, c'est une autre approche qui est différente du cloud hybride, qui s'appuie sur plusieurs services cloud et plusieurs fournisseurs de cloud qui peuvent être privés, là encore, ou publics. Alors, on va me dire, ouais, alors, on n'a pas très bien compris, en plus c'est l'heure de l'apéro, donc on voudrait bien comprendre c'est quoi la différence avec le cloud hybride. Eh bien, en fait, le multi-cloud, vous allez faire référence du coup à un déploiement cloud du même type, privé ou public, donc encore une fois, basé sur plusieurs fournisseurs. Le cloud hybride, ça va faire référence à la présence de plusieurs types de déploiements privés ou publics, mais ce qui va être la grande différence avec le multi-cloud, pardon, c'est qu'il va y avoir une certaine forme d'intégration entre justement les clouds qui composent le cloud hybride. Dans le multi-cloud, en fait, on peut avoir plusieurs fournisseurs cloud qui portent plusieurs types de services, par exemple. Et par exemple, il y a un challenge commun aussi qu'on va retrouver fréquemment dans les retours d'expérience, dans la littérature informatique, c'est la portabilité des charges de travail. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous fassiez en fait du cloud hybride ou du multi-cloud, la portabilité des charges de travail va être hyper importante puisqu'en fait, on va vouloir, dans l'un ou dans l'autre des deux scénarios d'hybridation ou de multi-cloud, pouvoir en fait déplacer comme ça, comme on veut, des charges de travail d'un cloud vers un autre. Alors ça, c'est très important et c'est en fait relié notamment à des notions, on va dire, de gouvernance, de contraintes légales sur les applications, les données. Donc voilà, on va en fonction un petit peu du contexte devoir tantôt aller dans une partie, dans un cloud ou dans un autre. Encore une fois, ce que je dis là sur la portabilité est valable que vous fassiez pardon, du cloud hybride ou du multi-cloud. Alors, si on regarde maintenant, donc pour continuer le paysage de l'IT actuellement, on a, on va dire, deux grands phénomènes. Peut-être certainement plus, mais en tout cas, on a ces deux-là. Donc, quand je dis plus, c'est que je ne parle pas encore de l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là, qui ne sont pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a donc deux phénomènes. Ce sont l'avènement de Kubernetes et du serverless. Alors Kubernetes, c'est donc aujourd'hui la technologie pour faire de l'orchestration de conteneurs en production qui domine clairement le marché. Et puis, donc d'un autre côté, je disais, on a aussi une très forte émergence des technologies serverless
qui ont donc un impact, elles aussi, très fort donc sur l'IT, parce qu'elles offrent un modèle de programmation simple et basé sur les événements, et ça c'est super important, pour créer des applications cloud qui vont être scalables, tout en permettant donc l'abstraction des serveurs sous-jacents. Donc si on revient un peu plus en détail sur Kubernetes, donc comme je le disais, c'est un orchestrateur, tout simplement de charge de travail. Comme c'est un orchestrateur, on va voir qu'effectivement, comme en qualité d'orchestrateur, il ne peut pas tout faire. Donc c'est pour ça qu'on va, la plupart du temps, rajouter un certain nombre de composants par-dessus pour pouvoir donc implémenter différents scénarios, différentes architectures. Donc c'est un orchestrateur de containers. Et donc son rôle, ça va être de distribuer ces conteneurs entre tous les nœuds qui composent le cluster. Donc, dans le schéma, je rappelle donc, de manière sommaire ce que c'est que l'architecture d'un cluster Kubernetes. On va avoir un cluster de master qui vont donc, enfin, un cluster qui va exposer la partie API de Kubernetes, ainsi qu'un certain nombre de composants comme la base etcd que l'on voit ici, qui permet en fait de stocker de l'état du cluster. Et donc ce cluster, ce master, en fait, ça va être voilà, quelque part le cerveau donc, du cluster Kubernetes. Et là-dessus, donc, ce qui est très important de retenir, c'est qu'il n'y a pas de conteneurs qui s'exécutent. Les conteneurs, ils vont s'exécuter, alors plus précisément ce qu'on appelle les pods, hein, parce qu'en fait, l'unité de déploiement Kubernetes s'appelle des pods, et un pod peut être constitué en plusieurs conteneurs. En tout cas, voilà, les charges de travail, à proprement parler, vont s'exécuter sur ce qu'on appelle les nœuds, ce qui est noté ici node. Et là aussi, sur chaque nœud, on va retrouver un certain nombre de composants Kubernetes qui vont justement donc permettre de faciliter l'exécution de ces pods. Maintenant, passons au serverless. Donc, un rappel là aussi très rapide. Le serverless, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les choses suivantes. C'est donc en fait un DevOps qui va être, on va dire, réduit, c'est-à-dire que comme on n'a pas à se soucier de l'infrastructure sous-jacente, en fait, on va donc diminuer donc, toutes les tâches voilà, de supervision et de provisioning de l'infrastructure. On va surtout pouvoir avoir un time to market réduit, c'est-à-dire que le serverless, c'est un modèle de programmation qui permet vraiment de se concentrer sur le code, sur la fonctionnalité, sur la valeur business que va porter une fonction. Et donc, on va pouvoir rapidement mettre cette valeur business en production, en fonctionnement, grâce au serverless. Et puis, le serverless, c'est aussi donc, un modèle économique intéressant, où en fait on va payer à l'action. C'est-à-dire que dans les services cloud classiques, on paye en fait en provisionnant, en réservant en fait un certain nombre de ressources avec par exemple voilà, des tailles des nombres de CPU, une quantité de mémoire, des tailles de disques donc réservées, et on va payer pour ça. Alors que là, en fait, sur le serverless, on va pouvoir payer à l'action. Donc, par exemple, une fonction Azure, pour faire cet exemple, on va pouvoir payer à l'appel, et non pas parce qu'en dessous, il y a des serveurs web qui ont telle configuration, avec telle quantité de ressources. Ce n'est pas du tout ça. Donc, ça va être un modèle économique intéressant parce que, on va dire que dans la grande majorité des cas, ça va permettre de diminuer les coûts. Alors, ces fonctions Azure, justement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une des briques serverless d'Azure. Le serverless Azure, ce n'est pas donc, que les fonctions Azure. Il y a d'autres briques serverless que je vous laisserai découvrir dans la documentation qui permettent voilà, de venir compléter d'ailleurs le fonctionnement des Azure Functions lorsqu'on veut faire une application complète, hein. Et donc, par exemple, donc, les fonctions Azure, ça va vous permettre, comme je disais, d'exécuter des petits morceaux de code, des fonctions, là encore, sans avoir l'infrastructure. Vous développez votre code, vous le publiez sur Azure, et là, ça fonctionne. À aucun moment donné, j'ai dit, je veux un serveur de telle dimension pour pouvoir faire tourner mon application. Et donc, c'est vraiment l'infrastructure, le fournisseur cloud qui fournit tous les serveurs nécessaires pour que l'application fonctionne à grande échelle. Alors, la deuxième chose qui est importante avec les fonctions Azure, c'est qu'une fonction Azure, en fait, va pouvoir être exécutée en réponse à un événement. Donc ça, c'est super important parce que on va être sur de l'architecture event-driven, donc qui va être vraiment pilotée par les événements. Et donc, cette fonction Azure va pouvoir répondre à un certain nombre de triggers, de déclencheurs, alors comme ce qu'on voit ici sur la diapositive. Donc, ça va être par exemple des triggers HTTP, ça va être des triggers donc, qui vont être basés sur un scheduling, sur une planification donc, définie à l'avance. Ça peut être une fonction exécutée par rapport en réponse, par contre, en réponse à l'arrivée d'un message dans un service bus.
Ça peut être une fonction qui va s'exécuter en réponse à un événement qui va par exemple arriver dans un IoT Hub, ou éventuellement encore une fonction qui va s'exécuter en réponse par exemple à une donnée qui arrive en base, comme on le voit ici par exemple avec Azure Cosmos DB Trigger. Bon, je ne vais pas tous les énumérer ici, ils sont parfaitement aussi là expliqués dans la documentation Azure, mais en tout cas, c'est très important voilà, de rappeler que les fonctions Azure sont utiles aussi parce qu'elles permettent, encore une fois, d'adresser des problématiques d'architecture basées sur les événements. Alors, les cas d'usage, ils vont être nombreux de ces fonctions Azure. On va pouvoir faire des backends serverless, donc des backends pour des applications web ou mobiles. On va pouvoir aussi donc streamer en temps réel justement des événements là qui arrivent et qu'on a besoin comme ça de pouvoir traiter au fil de l'eau. On va pouvoir aussi déclencher un traitement en réponse à un événement spécifique qui arrive dans un service Azure. On va pouvoir, je le disais aussi tout à l'heure, donc scheduler donc, via des timers en fait, des tâches comme ça de manière récurrente, etc. etc. Donc vraiment, les fonctions Azure vont pouvoir répondre dans de nombreux cas à des problématiques plus ou moins complexes que l'on veut adresser dans le cloud. Alors justement, donc, on est en train de dire que les fonctions Azure, donc c'est super pour faire plein de choses. Mais en fait, voilà, je vous disais, par rapport donc, au problème posé au départ, lorsqu'on veut faire du cloud hybride ou du multi-cloud, quid de la portabilité des fonctions Azure? Donc, il faut se rappeler qu'au départ, les fonctions Azure, c'est quelque chose voilà, qui se développe et qui se déploie uniquement dans Azure, donc je dis bien au départ. Et donc, effectivement, il y a une idée comme quoi les fonctions Azure, donc ça induit en fait ce qu'on appelle du vendor locking, c'est-à-dire qu'on va avoir une adhérence très forte aux fournisseurs cloud. Alors ça, c'était vrai avant. C'est plus. Ça, c'est super important parce que c'est vrai que dans la tête de beaucoup de personnes, c'est resté comme ça. Ils hésitent à faire des fonctions Azure, à faire du serverless parce qu'ils se disent qu'une fois qu'ils vont avoir commencé à écrire leurs premières fonctions dans Azure, ils auront beaucoup de mal à en sortir si jamais ils ont besoin de bouger vers un autre fournisseur ou s'ils ont besoin tout simplement effectivement de mettre une stratégie de multi-cloud ou de cloud hybride en place. Donc la question telle que je le pose là, c'est qu'est-ce que je fais si j'ai une fonction Azure par exemple et que je veux partir sur de l'OpenShift ou sur de l'AWS? Eh bien la réponse, ça va être KEDA. KEDA, en fait, ce sont des composants Kubernetes qui ont été co-créés par Microsoft et Red Hat. Donc, d'un point de vue architecture et fonctionnement, KEDA, ça va permettre en fait de faire une mise à l'échelle automatique avec une granularité très fine, puisqu'on va pouvoir en fait scaler de 0 à n pour des charges de travail qui vont être justement dans Kubernetes. Le truc, c'est que ces charges de travail, justement, dans Kubernetes, ça va pouvoir être des fonctions Azure, parce qu'en fait, KEDA a été développé avec une très très bonne intégration, donc first class integration, avec les fonctions. Donc KEDA, en fait, va servir de serveur de métrique Kubernetes et va fonctionner conjointement avec ce qu'on appelle l'horizontal pod scaler, donc ce que j'ai noté HPA, pour justement pouvoir ensuite indiquer donc un déploiement à des pods de scaler en rajoutant justement de nouveaux pods ou d'enlever des pods si jamais voilà, il faut faire la volume. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que donc, déjà d'une part, on va avoir donc quelque chose qui va permettre en fait donc, de venir écouter des événements justement issus de l'extérieur. Ce sont des événements qui sont à l'écoute. Donc ça permet effectivement de faire mesure de la mise à l'échelle, mais pas justement sur des architectures event-driven, où là on va pouvoir par exemple écouter un bus, écouter un événement en base de données, ça ne va pas être possible comme ça. Donc KEDA, c'est ce qui va permettre justement d'aller au-delà, d'aller proposer un complément qui va permettre vraiment voilà, d'écouter donc, des événements externes au cluster, et puis ensuite, suite à ça, justement, de pouvoir augmenter ou diminuer le nombre de pods. Donc, si on résume, KEDA, pourquoi est-ce que c'est bien utilisé? Parce que ça va permettre en fait d'exécuter les fonctions Azure, donc en dehors justement du cloud Azure, et donc de pouvoir comme ça donc avoir ces mêmes fonctions qui vont être exécutées donc sur n'importe quel en fait environnement dans lequel il y a Kubernetes.
On va pouvoir donc justement installer KEDA sur ce cluster Kubernetes, quelle que soit sa localisation. Il peut être dans Azure comme il peut être ailleurs. Et puis on va pouvoir avoir cette mise à l'échelle des applications en fonction d'événements externes. Donc, tout ce que je dis là, donc, ça veut dire que là où je disais on a deux choses très dominantes aujourd'hui, le serverless et Kubernetes. On peut dire effectivement que d'une part, le serverless, dans la tête des gens, comme je disais, c'est quelque chose où on a l'impression que c'est du vendor locking à tous les coups. Et d'un autre côté, on dit, voilà, par exemple, faites du Kubernetes pour pouvoir faire du multi-cloud. Donc au départ, on a l'impression que c'est contradictoire. Mais en fait, on voit qu'avec les nouveaux frameworks, les nouveaux composants, comme KEDA, justement, il y a tout ce qu'il faut pour réconcilier les deux. Donc on peut très bien faire du serverless, faire des fonctions Azure, et pouvoir en fait avoir une stratégie cloud hybride ou multi-cloud digne de ce nom. Alors bien sûr, ça ne va pas se résumer à ça, hein. Une stratégie cloud hybride ou multi-cloud, il y a beaucoup d'autres problématiques à adresser, comme par exemple, là aussi, la portabilité des données. On n'en parle pas ici, mais ce sont des sujets très importants. Donc bien sûr, tout ne se résume pas à ça. Mais en tout cas, sur la partie applicative, si vous avez déjà, en tant que client, investi considérablement dans les fonctions Azure, vous avez la possibilité, voilà, de pouvoir porter vos fonctions Azure dans d'autres environnements. Alors, les sources d'événements pour KEDA, je les montre ici. Donc, on va pouvoir justement vraiment conserver cette richesse d'intégration qu'ont déjà les fonctions Azure de base. Donc, on va pouvoir comme ça écouter des événements qui vont venir de Kafka, de Blob Storage Azure, de Queue, quoi d'autre, de Prometheus. On va pouvoir aussi écouter des bus, des bases de données. Donc, on va avoir vraiment une richesse d'événements comme ça qu'on va pouvoir donc surveiller et puis donc du coup adapter en fait la charge de travail en fonction de cette. Donc là tout à l'heure on va faire une petite démonstration. Cette démonstration en fait ça permet de vous montrer comment mettre à l'échelle une fonction Azure. Donc c'est une fonction Azure qui expose un endpoint HTTP justement sur Kubernetes avec KEDA et Prometheus. Donc on va avoir besoin de différents composants. Bien sûr on a besoin de KEDA puisque c'est l'objet de cette session. On va installer aussi Prometheus. Petite astuce ici, il n'y a pas, je vais vous montrer ça tout à l'heure, à l'instant, il n'y a pas ici de trigger HTTP quand on consulte la liste. Alors c'est normal, enfin c'est normal. En tout cas, c'est pas grave, puisque là-dessus, justement, on va se baser sur le trigger Prometheus, hein, qu'on voit ici dans la première colonne en avant-dernière position. Et donc Prometheus, justement, lui, il va donc inspecter le flux de requêtes HTTP qui va arriver sur ma fonction Azure. Et en fonction de ça, justement, il va y avoir une mise à l'échelle en fonction de l'afflux du trafic, de l'importance du trafic. On va pouvoir mettre à l'échelle la fonction Azure. Donc la fonction Azure, elle est déployée, elle est embarquée dans un conteneur. Et donc ce conteneur est déployé donc, via un pod, via des pods, pardon, Kubernetes. Et puis on va avoir en bleu ici donc un objet très important qui va justement quelque part la glue entre justement KEDA et le déploiement de ma fonction Azure, c'est ce qu'on appelle les scale objects. Alors les scale objects, c'est ça qui va en fait dicter les règles qui vont déterminer de quelle manière en fait comment je dois me mettre à l'échelle. Donc c'est-à-dire c'est comme ça qu'on va pouvoir passer par exemple de 0 à un pod, à 2 pods, à 3 pods, à n, etc. Donc, dans un premier temps, pour installer KEDA, bon, je ne vais pas le faire ici parce que ça, c'est très bien documenté par ailleurs. Bon, sachez tout de même que pour installer KEDA, c'est assez simple. C'est un composant, ce sont des composants Kubernetes qui sont très légers, qu'on peut installer avec Helm, donc soit la version 2, soit la version 3, soit tout simplement en utilisant la ligne de commande Kubernetes, donc kubectl apply. Et derrière, vous passez en paramètres des fichiers nécessaires pour pouvoir installer KEDA. Donc, en fait, KEDA, c'est tout simplement on va dire des custom resources, hein, des CRD, des custom resource definition pour Kubernetes, qui permettent justement de créer en fait des objets spécifiques dans Kubernetes qui vont permettre justement de faire tout ce qu'on va faire par la suite. Ou vous pouvez installer aussi KEDA en utilisant donc Azure Functions Core Tools, qui est la ligne de commande donc fournie par Microsoft pour pouvoir développer des fonctions Azure. Alors ensuite, pour cet exercice-là, on va tout simplement, ce que j'ai fait déjà, j'ai créé une application de fonctions Azure voilà, pour pouvoir
justement avoir un petit exemple. Donc là, j'ai pris le template de base, hein, donc c'est une fonction qui permet d'afficher bonjour. Et donc cette fonction, ensuite, on va la déployer sur Kubernetes et la mettre à l'échelle grâce à Keda. Le scale object qu'on va donc créer dans cet exemple-là, en fait, ça se présente comme ça. Donc c'est un fichier YAML. Et dans ce fichier, en fait, comme pour n'importe quel objet Kubernetes que l'on crée, on va déclarer en fait une information qui permettent de décrire ce scale object. Donc ici, très brièvement, on voit par exemple que toutes les 15 secondes, en fait, on va venir donc inspecter donc Prometheus, hein, qu'on aura installé juste avant, et en interrogeant Prometheus, on va pouvoir justement savoir, comment dire, en interrogeant la bonne métrique, on va pouvoir connaître en fait la fréquence d'accès à mon application, à ma fonction Azure. Ensuite, on va définir en termes de scaling un minimum le réplica et un maximum. Donc ici, on va par exemple avoir donc à minima un pod qui va être actif et puis au maximum 10. Voilà, j'ai mis 1, mais en fait, comme c'est du serverless, sachez qu'éventuellement, il y a moyen de pouvoir même scaler de 0 à n. C'est-à-dire qu'on pourrait même ne pas avoir 1, mais carrément descendre à 0. S'il ne se passe rien à un instant T, pendant un certain temps, il n'y a pas de pod présent sur le cluster. Voilà. Donc ça, c'est pour faire simple. Et puis donc la fonction Azure qu'on veut déployer sur Kubernetes, pour la déployer, par exemple, là aussi, on peut passer par Azure Function Core Tools. Donc cette ligne de commande func qui permet, donc avec les arguments présentés ici, de déployer sur Kubernetes. Donc il suffit simplement d'indiquer le nom du déploiement Kubernetes que l'on va vouloir octroyer à notre fonction Azure et d'indiquer, ça c'est hyper important, le registre de Docker, le registre de container, on va utiliser en fait pour venir chercher l'image qui va servir ensuite donc du coup à créer le conteneur, puisque je le rappelle ici, pour pouvoir en fait déployer la fonction Azure, on va avoir besoin en fait de l'embarquer dans un container et donc au code de la fonction, comment dire, au code source de la fonction Azure, on va rajouter en fait un fichier Dockerfile qui va permettre ensuite de créer cette image. Et ça, on va le voir juste dans un instant. Donc voilà, c'est l'heure de la démo. Donc je vais basculer effectivement sur la démonstration. Voilà, je rappelle donc la fonction Azure que je souhaite donc déployer sur Kubernetes. Donc cette fonction Azure, je l'ai dit, hein, c'est un simple API qui permet de dire bonjour. Et puis, donc, comme je le disais, j'ai rajouté donc, un fichier Dockerfile. Donc ça, c'est Azure Function Core permet de le faire. Donc de rajouter un fichier Dockerfile qui va permettre de créer l'image correspondant à cette application de fonction Azure. Cette image a déjà été déposée sur une registrie et a déjà été déployée sur un cluster Kubernetes. Donc ce cluster Kubernetes, ici, je vous le montre. Donc, hop, voilà, on va aller chercher. Hop là. Si ça veut bien se charger. Voilà, ça arrive dans un instant. Donc on a le temps, c'est pas très très grave. Bon, juste en attendant, je vais vous montrer, voilà, donc ce cluster Kubernetes, il est accessible à cette adresse. Et donc ici, on voit qu'en tapant ce chemin-là, on va en fait booter la requête vers l'application de fonction déployée sur Kubernetes. Donc ici, il suffit simplement ici que je rafraîchisse l'écran, voilà, donc il met hello, je change le nom. On va mettre Cédric par exemple, voilà. Ici, ça n'a pas pris. Je vais recommencer. Hop. Voilà. Donc ici, donc j'ai bien ma fonction Azure qui est déployée sur un cluster Kubernetes et qui répond donc à mes différentes requêtes. Alors, si maintenant on passe sur la console, ici on voit donc, on va voir pardon, ce que j'ai sur mon cluster en termes de pods, par exemple. Donc ici, j'ai tout déployé dans un seul namespace pour faire simple en déploiement en production. Bien sûr, il faudrait segmenter tous ces pods, tous ces déploiements sur différents namespaces.
Donc ici, par exemple, si je lance la commande kubectl, qui est connectée à mon cluster sur Azure, je vois effectivement, donc, alors j'ai donc un Ingress Nginx qui me permet de faire le routage de mes requêtes de l'extérieur vers mon application de fonction. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je vais retrouver donc les composants de Keda. Donc, on va avoir notamment un serveur de métrique ici. Je vais retrouver ici Prometheus et je vais retrouver ici mon application de fonction, donc déployée et qui donc fonctionne actuellement. Donc voilà, donc vous voyez, il n'y a pas énormément de choses finalement de déployer pour pouvoir faire la démo. Ensuite, donc j'ai déployé, donc comme je le disais, donc le scale object qui permet en fait d'avoir les règles de scaling de ma fonction. Et donc là ensuite, l'intérêt de cette démonstration, c'est de pouvoir par exemple faire donc une montée en charge pour justement voir ce qui se passe lorsque j'ai un trafic important au niveau de mon application. Donc pour ça, c'est très simple. Ce qu'on va faire, je vais me connecter à une VM. Je suis déjà dessus, c'est bon. Sur cette VM, en fait, j'ai installé un outil de stress qui s'appelle donc Artillery, qui va permettre comme ça de générer un nombre important de requêtes et de voir un petit peu voilà, comment mon cluster, enfin comment mon application pardon, de fonction va se comporter lorsque requête arrive. Donc ce qu'ici, je vais refaire exactement la même requête, mais je vais rajouter un watcher ici, voilà, avec l'argument -watch, tout simplement pour que en fait, cet affichage ici se rafraîchisse lorsqu'il va y avoir donc, des nouvelles choses qui se passent. Je vais réduire peut-être légèrement voilà, l'affichage pour qu'on voit les mots en entier. Et donc, je vais commencer le stress de monter en charge. Donc, pour ce faire, je disais, voilà, artillerie, ça va être l'outil que j'ai choisi. Hein. Donc ici, c'est un stress très simple. On va donc simuler 50 utilisateurs qui vont générer 200 requêtes vers justement l'URL que je vous ai montré il y a pas longtemps. Donc l'URL en fait qui pointe sur ma fonction. Donc, je vais lancer ce stress donc immédiatement et on va voir sur l'autre terminal ce qui se passe à ce moment-là. Donc voilà, donc ici, donc, la phase de stress test. Donc là, comme je disais, on fait les 15 secondes, on va interroger le premier, on va voir ce qui se passe en termes de mise à l'échelle. Je ne sais pas si le test est démarré. Voilà. Donc, c'est le test est démarré. Vous voyez que là, tout de suite, en fait, mon application de fonction, elle est mise à l'échelle. Donc, on voit en fait des conteneurs qui sont en train de se créer là. Donc, on voit ici le statut container creating. On voit donc ici, par exemple, des nouveaux pods qui sont en train de se créer, pardon, je les ai loupés. Voilà, ceux-là, par exemple, nouveaux pods qui sont en train de s'exécuter, pardon. Donc, tout de suite, voilà, on voit que immédiatement, ça réagit. Donc, le trigger HTTP, donc, qui est, donc, on va dire, exposé par Prometheus, stimule en fait les actions au niveau de KEDA qui automatiquement va discuter donc, avec le horizontal pod autoscaler. Et donc, ça va comme ça donc, augmenter le nombre de pods dans un laps de temps très court. Alors, si on laisse la démonstration tourner comme ça pendant un petit moment, bien sûr, le stress ici il est déjà terminé d'ailleurs. Voilà. Donc, on a exécuté effectivement donc, 10 000 requêtes, 50 x 200, qui ont toutes eu un retour de 100. Et puis, eh bien, au bout d'un certain temps, justement, comme en fait la requête va diminuer, va s'arrêter, en fait, bonnement et simplement, et bien, on va avoir ce phénomène, c'est-à-dire que les pods qui ont été créés pour répondre à la montée en charge, et bien, petit à petit, ils vont dire pour finalement ne laisser qu'un seul pod, parce que dans ma config ici, j'ai dit de laisser un seul pod minimum. Donc voilà, c'est ce qui va ça m'arrive. Mais si par je vais arrêter, je vais la commande, je vais voir un petit peu où on en est, s'il y a déjà éventuellement des pods
se terminer. Dans un instant. Alors, pas tout de suite apparemment. Bon, voilà. On va relancer. Du coup, bon, on va parlons donc une diminution du pod et donc on va comme ça pouvoir retourner. Donc, petit problème de réseau apparemment, ça lag un petit peu. Alors, on va faire la conclusion de cette session. L'intérêt dans ce que je vous ai montré, c'est que en fait à Keda, les fonctions Azure vont vraiment. Donc, ça peut être aussi on-premises, Kubernetes dans les murs d'autres entreprises, ça va fonctionner aussi. Et donc voilà, grâce à Keda et Kubernetes, on va avoir une portabilité maximum des fonctions Azure. Et Keda, encore une fois, ce qui est très important, ça permet de mettre en œuvre des feature event driven. Donc ça, c'est très important au jour d'aujourd'hui de pouvoir faire ça pour répondre à de nombreux cas d'architecture. Et tout ça, encore une fois, en restant complètement agnostique du fournisseur cloud, privé ou public. Voilà, vous avez des petites ressources pour aller plus loin. Donc, le site officiel de Keda, donc, qui est présenté ici. On l'a dit aussi, hein, les données, c'est des problématiques assez importantes, hein, très importantes lorsqu'on est sur une cloud hybride ou multi-cloud. Donc, si ça vous intéresse, par exemple, il y a des solutions de gestion des données dans Kubernetes qui existent aujourd'hui, dont une et j'ai laissé aussi un dépôt GitHub de la démo pour pouvoir retrouver les sources. Voilà, alors je vais retourner juste rapidement sur ma console pour voir si effectivement, hop, moins de pod que tout à l'heure. Voilà, on va regarder ça rapidement. Alors, il y en a encore, c'est pas encore parti, donc pour l'instant, ça reste. Hein, il y a un certain temps, je vous l'ai dit, donc, où les pods restent là. Et puis, il y a un moment donné où tout ça, ça va être enlevé. Donc là, c'est pas encore le temps. Ici, je vois que j'ai 1, 2, 3. Bah, j'ai les 10 pods. 10 pods maximum. Donc, ma règle de mise à l'échelle, c'était entre 1 et 10. Là, j'ai 10. Et donc, si je réessaye encore, bon, pour l'instant, ça ne disparaît pas. Bon, c'est pas grave. C'est peut-être pas le but de la démo. Bah, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Questions, donc je les prends.